Julien. Allez mon Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bonne année à toutes et à tous. J'accueille tout de suite mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP et bonne année. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous et belle année à vous, une belle année avec plein de victoires des Français et de Chouchou Godu surtout. Alors bon, cette année 2023, on va la commencer, alors pas réellement dans la joie et la bonne humeur dans Vélo Podcast, mais on se devait de faire un épisode spécial BNB Hôtel. La fin de l'équipe a donc été actée au 31 décembre, au 31 décembre au soir à minuit. La BNB Hôtel a disparu après 5 saisons dans les pelotons professionnels. On va, FP, déjà avant de livrer nos premières impressions, accueillir notre invité du jour, ou plutôt notre consultant du jour. C'est Étienne Gourceau de Sans Filtre. Salut Étienne. Bonjour Guillaume, bonjour FP. Écoutez, merci beaucoup pour cette élévation au rang de consultant. Ravi de pouvoir discuter avec vous du cas BNB Hôtel, qui est quand même une très mauvaise nouvelle dans le cyclisme français. T'as raison Étienne, très mauvaise nouvelle de voir une telle équipe disparaître. Bon, déjà, FP, il faut quand même se dire une chose, c'est que si on fait un épisode spécial, c'est qu'il y a quand même il y a eu quand même certains rebondissements depuis maintenant plus de 6 mois dans l'histoire de cette équipe, et ça se termine en autre boudin, on peut dire ça comme ça. Effectivement, oui, alors on était assez optimiste l'été passé pour l'équipe BNB Hôtel. En fait, c'est surtout, je pense, la chute qui nous fait dire aujourd'hui que c'est un échec total et ça nous fait mal quelque part, parce qu'en fait on a eu tellement d'espérance l'été passé. Je reprenais les déclarations notamment de Didier Quillot, qui a aidé soi-disant les frères Pinot à trouver un nouveau sponsor très puissant qui pouvait l'élever avec un budget de 15 millions, c'était prévu pour cette année, avec la ville de Paris en sponsor. On voyait que tout était prévu. J'ai encore les déclarations au mois de juillet dernier, pendant le Tour de France, à la fin du Tour de France, où Didier Quillot dit que c'est fait, il dit on ne demande aucun financement à la ville de Paris puisqu'on a un sponsor privé qui va arriver. Enfin, tout était prévu, il devait déménager de Bretagne à Paris. Bref, et avec Audrey Candorago qui était déjà annoncé comme dans l'équipe féminine, un projet avec un chessball, Michael Matthews annoncé à l'époque, Mark Cavendish pour l'équipe masculine. Bref, c'est un échec total et pour tout vous dire, on avait essayé d'avoir des coureurs notamment, mais la plupart sont très marqués. Évidemment, dans un podcast comme le nôtre, on aime bien avoir un peu des témoignages, mais c'est encore trop tôt pour beaucoup d'entre eux. Et puis voilà, on a un peu attendu pour aussi avoir un peu plus de recul également, parce qu'on attendait de voir aussi qui allait pouvoir se recaser dans d'autres équipes, Guillaume. Ouais, t'as raison FP de dire qu'on essaie d'avoir des coureurs, et c'est vrai que dans les retours qu'on a eus, c'était non merci, je ne souhaite pas parler de ce cas, je souhaite passer à autre chose maintenant. On sent vraiment c'était même pas de la colère qu'on a senti dans les coureurs, dans les personnes qu'on a contactées pour participer à ce podcast. Du dépit. C'est du dépit et un sentiment de passer à autre chose, parce que ça les a vraiment marqués. Pour le coup, FP, c'était vraiment ça, quoi. Effectivement, mais moi j'ai envie de demander à Étienne, parce que évidemment, toi avec le site Sans Filtre, tu as beaucoup traité de ça, mais la BNB Hôtel, en fin de compte, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est un peu ce côté montagne russe qui nous a fait tous dire à la fin, on était vraiment comme les coureurs presque, on s'est senti trahis en fait. Pour rebondir sur ce que tu as dit, après le mois de juillet, donc après cette fameuse étape du Tour de France qui s'est achevée aux Champs-Élysées, on a tout entendu. C'est-à-dire que Jérôme Pinot a fait des déclarations fracassantes avec la partenariat avec la ville de Paris. Comme tu l'as très bien dit, il y a eu Mark Cavendish qui a été annoncé. Il s'avère que c'était un fait, que je sais pas si vous avez lu l'interview d'Audrey Candorago, elle a pu discuter justement avec Mark Cavendish, donc c'était un signe que c'était quasiment officiel. Il y a eu d'autres rumeurs qui annonçaient d'autres grands coureurs. J'avais vu passer Primož Roglič. Bon, ça me paraissait, avec le recul, c'était plus fantaisiste que réaliste. Maintenant, c'est clair qu'on est passé d'une équipe qui limite s'armait pour devenir World Tour sur les années à venir. Pourquoi pas sur les 3 années à venir? On sait que le classement vient juste d'être remis à jour. Au néant complet, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'équipe. Alors, vous deux, vous avez parlé des coureurs. Il y a aussi, les coureurs vont quand même pouvoir, pour la plupart, se recaser, que ce soit en amateur ou en professionnel. Il y a aussi tout un staff derrière. Il y a les mécanos, il y a les techniciens, il y a les différents préparateurs qui, pour eux, ça va devenir beaucoup plus difficile de trouver un emploi, au moins dans l'année à venir,
voire peut-être même sur le plus long terme. Après, d'ailleurs, Étienne, pardon, tu parles de tout ce staff. Tu parlais d'Audrey Cordon-Rago aussi. Il y a son mari, Vincent Rago, qui fait partie aussi du staff de la BNB et Audrey Cordon-Rago disait très bien dans son interview qui est paru cette semaine, tout simplement. Bon, voilà, j'oublie quand même pas que Jérôme Pinault a fait quand même manger la famille pendant ces quelques années. Donc voilà, c'est plus finalement et cette fin et ce niveau, comment dire, cette espérance qui a été maintenue par les frères Pinault en fait envers les coureurs, les gens du staff. Et là, il y en a certains, ils se sont retrouvés au mois de décembre, alors que tout le monde était parti en stage avec leurs nouvelles équipes. Ils se sont retrouvés au mois de décembre en fait encore à devoir repartir dans une recherche d'équipe. Et je pense que c'est ça en fait qui a entretenu en fait ce sentiment de dépit et de colère de la part de certains. FP, non, t'es d'accord avec ça ou... Ah, tout à fait, et je tiens à rappeler aussi le très grand geste de Pierre Rolland, parce que évidemment, alors peut-être d'autres l'ont dit, enfin l'ont fait aussi, mais sans le dire. Peut-être, je pense à un Cyril Gauthier par exemple, qui n'a toujours pas d'équipe aujourd'hui et qui est un peu plus vieux. Mais Pierre Rolland qui a dit, voilà, qui avait visiblement quelques propositions et qui a dit, je préfère que vous engagiez un jeune de la BNB plutôt que moi. Moi, ma carrière est faite et je m'arrête là. Et moi, j'ai trouvé que Pierre Rolland, dans toute sa classe, mais qu'on lui connaissait déjà évidemment, je trouve qu'il en sort encore plus grandi, malheureusement, avec cet arrêt d'équipe en fait. Étienne, tu faisais bien de rappeler un peu le déroulé des faits, on va dire, de ces derniers mois, parce que c'est vrai qu'en fait ce projet-là de grande équipe, parce qu'à la base, la BNB Hotel ne devait plus rester qu'une équipe Conti, ça devait être quand même une grosse équipe Pro Team, il devait candidater pour la D2 internationale. On arrive au début de l'été, avant le Tour de France, on a des bribes qui nous disent bon, ben voilà, la BNB Hotel veut se greffer à des gros sponsors, et une grosse arrivée de sponsors. On entendait parler d'Amazon aussi, il me semble, hein. Il y avait Amazon qui était. Je pense que honnêtement, on a eu tout. On a eu Sephora, on a eu à une époque. Ouais, voilà, exactement. Mais on entendait parler quand même de gros sponsors comme ça. Il y a eu la ville de Paris ensuite, qui aurait pu mettre, en tout cas, son nom. Il y avait comme une sorte de prête-nom pour participer encore plus au Tour de France. Et puis ensuite, au fur et à mesure, c'est ça, Étienne. Des semaines passant, on s'est rendu compte finalement que tout le monde était de moins en moins encore. Optimiste, confiant, voilà, c'est ça un peu le mot que je cherchais pour la suite de la BNB Hotel. Disons que le premier gros signe d'alerte, je sais pas si vous vous souvenez, c'est au moment des inscriptions des équipes sur la liste UCI. Et à partir de là, je pense que c'est vraiment là que le jeu de dupes a commencé entre Jérôme Pinault et ses coureurs, à base de promesses non tenues, de mensonges, qui ont abouti à cette situation qui en est que l'équipe a disparu. Mais c'est vrai que je suis assez actif sur Twitter, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de tweetos qui ont commencé à alerter sur cette situation, qui n'ont pas forcément été pris au sérieux, et il s'est avéré que c'était eux qui avaient raison sur la situation. Et c'est là que, les coureurs, je trouve ça bizarre qu'ils aient pas eu la puce à l'oreille plus tôt. C'est-à-dire qu'ils devaient savoir que la situation n'était pas si bonne que ça au sein de l'équipe. Mais et puis je comprends pas aussi pourquoi on ne les a pas autorisés plus tôt à pouvoir chercher une équipe en sachant que la BNB n'était pas sûre de repartir en 2023. Alors après, Étienne parle du mois de novembre avec l'inscription des dépôts de dossiers pour le Pro Tour. Il y a quand même au mois d'octobre la conférence de presse à la veille de la présentation du parcours du Tour de France 2023, la conférence de presse qui est annulée. Il devait y avoir une grande conférence de presse en grande pompe avec certainement annonce de sponsors pour 2023 et tout, qui a été annulée à la veille de la présentation du Tour de France. J'ai été à la présentation du Tour de France FP et je peux te dire que Jérôme Pinault, on l'a pas vu une seule fois dans les travées du Palais des Congrès à Paris. Et voilà. Mark Cavendish avait été interrogé un petit peu par les journalistes après, aussi dans la conférence de presse d'après présentation. Est-ce qu'on vous verra en 2023 au départ du Tour? Cavendish, il disait on l'espère. Donc voilà, c'était un élément de contexte, FP, mais c'était quand même pour dire que là, le premier gros signal d'alerte, ça a été la conf annulée à la veille de la présentation. Ouais, moi je voulais répondre à Étienne sur le côté comment ils n'ont pas pu être alertés avant. Moi je pense aussi, tu vois, on le voit bien dans l'interview d'Audrey Cordon-Rago, que je vous invite à lire, c'est dans le Télégramme, début janvier. En fait, on a l'impression que les frères Pinault, ils ont fait croire que ça allait toujours s'arranger. Et je pense qu'ils avaient un crédit très fort auprès des coureurs et même des féminines. C'est-à-dire, je pense qu'on leur a vraiment fait croire un gros projet solide
solide. Tu vois, elle le dit, on nous a présenté les maillots, on nous a dit un peu le programme, tout était prêt en fin de compte, je pense, et il leur manquait en fait au final vraiment le principal, c'était l'argent, le sponsor. Et je pense que même dans ce projet, les frères Pinault, je pense qu'ils se sont presque menti à eux-mêmes, tu vois, ils sont presque persuadés eux-mêmes que ça allait s'arranger. En fin de compte, tu trouves pas un sponsor, et je pense que Jean-René Bernaudot est bien placé pour en parler, ça, c'est que un sponsor dernière minute, c'est très très compliqué. Et même lui, t'imagines à l'époque, avec son équipe qu'il avait avec Vauclair, Roland, ils avaient une superbe équipe, ils ont eu du mal à trouver après B-Box. Donc les frères Pinault, ils se sont presque menti à eux-mêmes et ils ont embarqué tout le monde là-dedans. Et les coureurs qui étaient un peu perdus, ça arrive entre octobre et novembre, tout le monde est en vacances, les équipes ont la plupart fait leur choix pour les coureurs, sachant que cette année c'est un mercato très difficile pour les coureurs sans contrat. Ils ont essayé d'y croire jusqu'au bout, comme un peu leur bouée de sauvetage. Tu vois ce que je veux dire, Étienne? C'est vraiment le dernier cours, j'ai pas d'autre solution, écoute, je vais croire en ce projet, j'ai pas le choix en fin de compte. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas pour défendre Jérôme Pinault que je viens de charger assez fortement, mais il est vrai que j'ai vu un article, alors je ne saurais retrouver la source malheureusement, qui disait que visiblement la ville de Paris les avait un peu plantés au dernier moment et sans trop d'explications. Ce qui peut aussi expliquer le branle-bas de combat au sein de la formation BNB Hotel et en particulier des frères Pinault qui se sont retrouvés un peu dans la panade. Et c'est peut-être aussi à partir de là qu'ils ont commencé un peu, comme tu dis, à essayer de trouver des bouées de sauvetage et peut-être essayer de se mentir, qui se sont peut-être menti à eux-mêmes aussi, comme tu l'as si bien dit. Mais après, moi, ce qui m'intrigue avec ce projet, quand même, il faut bien le dire, c'est que est-ce qu'on a déjà vu un sponsor affiché sur le maillot qui ne paye rien? Parce que il y a ça aussi, moi, je trouve. Quand on parle du projet, on parle de la ville de Paris, ok, mais depuis quand une ville de Paris... Alors, ok, Paris se mettrait sur le maillot, il y aura peut-être un co-sponsor, mais c'est rare, ça, non? Qu'ils mettent pas un centime. Je te coupe, FP, j'ai peut-être un exemple, mais je ne suis pas sûr de moi à 100%. Souvenez-vous, le FC Barcelone en foot, pendant très 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 longtemps, ça a été un des seuls clubs à ne pas afficher de sponsor sur le maillot. Et la première fois qu'ils ont eu quelque chose d'affiché, c'était l'UNICEF. Et il me semble que l'UNICEF ne payait pas non plus pour s'afficher et que c'était vraiment à vocation humanitaire à ce moment-là. Ouais, je te confirme, c'est bien vrai ce que tu dis. Là, je parlais clairement en vélo, mais effectivement, en football, c'est le seul cas, effectivement. Aussi, avec à la différence près qu'au Barça, il y a des socios, que l'argent rentre quand même ailleurs et qu'ils n'étaient pas forcément en besoin à l'époque, alors que là on est sur un modèle économique basé sur le sponsoring qui est complètement différent. Pour boucler la boucle un petit peu sur le débat qu'on vient d'avoir, FP, je dirais quand même que Didier Quillot est toujours dans les bons papiers, non? Après avoir planté la Ligue de football professionnel avec le scandale Mediapro et les droits TV de plus de 1 milliard, c'était ça, voilà, qui ne sont jamais arrivés, il plante BNB. Il était aussi dans le projet des Girondins de Bordeaux. Oui, alors après, là, de ce qui se disait, c'est que c'était un projet un peu plus solide. Mais effectivement, quand on voit ce qu'il a réussi à faire avec BNB, on peut douter encore de cette véracité d'information. Non, mais ils se sont mal entourés. De toute façon, la plupart des gens le disent, que les frères Pinault sont des gens bien. Enfin, je veux dire, en fait, je pense que tout le monde se sent trahi. Ils sont déçus du mensonge des frères Pinault pendant 1 mois. Mais en fin de compte, la plupart des coureurs, quand tu lis les interviews, Jérôme Pinault ou son frère, ils n'ont pas trop de problèmes avec eux, quoi. Humainement, je parle. Mais après, ils ont porté un projet quand même. Ils ont porté un projet BNB Hotel et il y en a pas mal qui le disent. C'était un projet qui était complètement à part dans le peloton professionnel français. Un projet qui était basé aussi avec le club. Derrière, je crois que c'est le club du VCP Loudéac, qui était aussi le club amateur qui était relié à cette BNB Hotel. Il y avait quand même une forte entité bretonne qui était développée, une forte entité ancrée dans le territoire qui était développée depuis 5 saisons. C'était aussi peut-être pour ça que tout le monde était autant attaché à cette équipe-là et que tout le monde a voulu y croire. Ouais, et puis surtout, ce qui était triste, c'est qu'ils allaient plutôt partir vers Paris, là, maintenant. Ils allaient quitter un peu la région Bretagne. Ils ont un peu... Alors, c'est ça aussi, c'est qu'ils se sont mis à dos les mauvaises personnes parce que, pour schématiser, ils ont dit un peu à la région Bretagne, merci pour tout, on n'a plus besoin de vous, on part à Paris. C'était un peu vraiment, tu sais, quand tu commences à avoir un peu d'argent et que tu dis, écoute, je vais acheter une plus grosse maison maintenant, j'oublie mes amis du quartier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça fait très comme ça, tu vois. Je trouve qu'il y avait ce côté un peu j'oublie qui m'a aidé avant. Et je pense qu'ils ont eu le retour de bâton quand ils sont revenus les voir, après notamment BNB, pour demander de l'argent. Je sais pas ce qu'en pense Étienne là-dessus, mais je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Je pense que tu as raison, ça fait un peu le petit gars de province qui tente sa chance à Paris, qui se plante et qui revient voir papa, maman ou ses amis pour leur dire est-ce que vous pouvez m'héberger. Maintenant, j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu as dit, Guillaume. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas il y a des gens qui vont certainement découvrir le podcast ou qui découvrent le podcast depuis peu. Mais le vélo, c'est un modèle économique où il n'y a que le sponsoring. Il n'y a pas de rentrée publicitaire, il n'y a pas de rentrée surtout d'argent lié à la tribune.
Le cyclisme est un sport totalement gratuit. Donc à partir du moment où tu ne trouves pas de sponsor, pour essayer de rebondir, ça devient totalement impossible. Là où un club de foot ou de rugby peut éventuellement se reposer sur de la trésorerie liée aux tribunes. Donc ce qui fait que c'est aussi ça qui fait que dès qu'un sponsor lâche une équipe, vous avez parlé tous les deux du cas Europcar entre 2010 et 2011, mais ça devient vite très 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 compliqué pour une structure de se pérenniser pour l'année suivante. Oui, et puis il y a aussi, Étienne, les droits télé dans d'autres sports qui peuvent aussi rentrer en compte. Et on se rappelle, notamment, c'était Oleg Tinkov qui avait lancé le débat il y a quelques années, quand il y avait Tinkoff Saxo de Contador, qui voulait complètement révolutionner le modèle économique du cyclisme. Et voilà où on en est aujourd'hui. Messieurs, pour passer un petit peu à la suite, pour se tourner vers 2023, on va quand même parler un peu des coureurs qui composaient cette équipe et se pencher sur là où ils atterrissent quand même, parce qu'il y a quand même quelques beaux coureurs qui ont dû tenter de retrouver une équipe. Alors au moment où on parle, et je dis bien au moment où on parle, on retrouvait des équipes FP. On va compléter la liste. Il y a eu Franck Bonamour, le dernier en date au moment où on parle, là au moment où on enregistre le podcast. Franck Bonamour qui a annoncé sa signature chez AG2R Citroën. On a Axel Laurence, là c'était aussi l'une des pépites révélée en 2022. Axel Laurence avec sa deuxième place à la Bretagne classique derrière Wout van Aert, il me semble. Axel Laurence qui a donc atterri à la Alpecin de Koenig pour 2023, mais dans l'équipe de développement de la Alpecin de Koenig. Axel Laurence, il est jeune, il a 21-22 ans. Ah, j'ai pas compris ça, mais bon, après on en parlera plus tard. On en reparlera. Victor Koretsky qui était annoncé en grande pompe il y a un an dans le podcast spécial BNB par Jérôme Pinault, il a atterri à la Bora Hansgrohe. Alors là, moi ça m'a vraiment surpris. Luca Mozzato à la Arkea Samsic, donc ça c'est un peu pour les gros coureurs qui ont retrouvé. Cyril Barth à la Burgos BH. Et puis après pour le reste, soit ils sont à la retraite, soit ils n'ont pas retrouvé d'équipe, ou soit ils sont reportés dans les pelotons amateurs, avec Maxime Chevalier et Alan Boileau qui sont partis à Laval et à Rouen dans des clubs de DN amateurs. Parmi ceux qui ont pris leur retraite, FP, Pierre Rolland, Jonathan Hiver, Cyril Lemoine, Thibaut Ferras et Julien Maurice ont décidé de prendre leur retraite. Toi, ça t'inspire quoi là, tout ça? On va dire que les coureurs les plus bankable ont trouvé. Il y en a un que je suis un peu surpris par rapport à sa saison, c'est Jérémy Lecros, parce qu'il a vraiment fait une sacrée saison 2022. Et je sais pas, quand tu es une équipe, même Total Energy, tu vois, je pense que c'est un super équipier et quelqu'un sur qui tu peux compter. Donc je suis assez surpris de voir que pour l'instant aucune équipe française n'a été dessus. Alors évidemment FDJ est complet, H2R aussi, il y a Franck Bonamour. Mais voilà, sinon le reste, je pense, c'est logique. Après, il y a Alan Boileau qui a eu c'était sur le tour où il a gagné toutes ses étapes. Rwanda, merci, le tour du Rwanda, qui part en amateur. J'aurais cru qu'il pouvait rester chez les pros, mais le reste, pas surpris, quoi. Étienne, toi, quand tu vois cette liste de coureurs, on se dit aussi finalement qu'il a fallu que certaines équipes trouvent du budget supplémentaire au mois de novembre, voire au mois de décembre, très clairement, pour engager ces coureurs-là, quoi. Et c'est vrai que je repense à l'interview de Vincent Lavenu qui se disait très triste pour la BNB tout en laissant entendre que c'était compliqué pour d'autres équipes d'engager. Visiblement, AG2R a réussi à trouver des fonds pour engager Franck Bonamour, qui quand même était une des révélations du Tour 2021, avec sa capacité à attaquer. Il était infatigable, il a fait plusieurs top 10 d'étapes. FP a commencé à le souligner, mais c'est vrai que je suis un peu surpris par le choix d'Axel Laurence, qui va se retrouver dans une équipe réserve à ne faire que des courses concis. On parle quand même de quelqu'un qui a fait deuxième de la Bretagne classique derrière Wout van Aert, donc c'est quand même pas un mince résultat. Il a quand même fait un mois de septembre assez extraordinaire derrière, notamment sur la Crow Race. Et je sais pas, je suis un peu surpris par. Alors peut-être qu'il a pas eu vraiment le choix, c'est toujours pareil. On en revient au fait que les coureurs ont été libérés fin novembre, début décembre. Mais j'étais un peu surpris, je suis un peu triste de voir un coureur de ce talent-là revenir à l'échelon continental. Il aura l'occasion de revenir, pourquoi pas au mois de juillet en tant que stagiaire en World Tour, mais je suis un peu surpris. C'est un coureur qui méritait mieux, au moins à minima, une équipe continentale comme l'était Continental Pro, comme l'était la BNB. Oui, exactement. Après, moi, je pense que le problème, c'est qu'Axel Laurence, là où je comprends pas son choix, c'est que autant des coureurs, j'imagine, du style Victor Koretsky ou on a eu Franck Bonamour, ils ont pas beaucoup de choix peut-être en termes d'équipe, mais Axel Laurence, on parlait d'Ineos, AG2R, Quick-Step, il part à Alpecin en développement. C'est là où je comprends pas trop. C'est que, alors Quick-Step, c'est question de budget, mais AG2R, si tu prends Bonamour, pourquoi tu
prends pas Laurence à la place? Même si Bonamour, c'est un très bon coureur, hein. Mais je veux dire, quand t'as un choix, t'es patron d'équipe, vous prenez qui, vous? Ouais, mais alors FP, moi je vais te dire un truc, c'est que Axel Laurence, il n'a que 21 ans et je trouve au contraire que c'est un choix très intelligent de sa part parce que là il sera, je pense, leader de son équipe et il va pouvoir être mis en valeur pour aller pour aller gagner des courses, planter des victoires et il aura la passerelle à Alpecin de Koenig en World Tour derrière aussi pour intégrer l'équipe quelques fois pendant la saison. C'est pour ça que je trouve que c'est très intelligent de la part d'Axel Laurence. En tout cas, il a trouvé ce qu'il a pu aussi par rapport au budget parce qu'il faut quand même savoir qu'on s'en rappelle, je crois, d'un Mark Cavendish qui avait signé très tardivement à la Quick Step. C'était de la part de Cavendish du bricolage en allant chercher un sponsor qui prend en charge une grosse partie de son salaire à la Quick Step. Là, pour Axel Laurence, il y a ou même pour les coureurs de la BNB Hotel, pour retrouver une équipe à ce moment-là de l'année, c'est peut-être aussi ça. Qui est prêt à étendre son contrat ou à demander une rallonge de budget à son sponsor pour accueillir un coureur? Axel Laurence, bon, il a 21 ans, il a certes fait une deuxième place à Plouay l'année dernière, mais il n'a fait que ça réellement dans sa carrière entre Plouay et la Croix-Race. Oui, d'accord, mais je veux dire, pour son développement, moi, ce que je comprends pas, tu me dis, il va être leader sur certaines courses, oui, mais sur les petites courses, parce qu'en fait, il va avoir le même profil que Mathieu Van Der Poel. Mais sur calendrier belge. Ouais, mais bon, super, il va gagner. Il y a une énorme densité quand même sur ce calendrier. Super, à la victoire sur la première étape de l'Eurométropole, je suis impatient, tiens. Non, mais tu vois, je veux dire, Axel Laurence, si tu veux le voir. Est-ce qu'il aurait eu mieux avec la BNB? BNB, déjà, il aurait été leader, déjà, et puis je pense qu'il aurait fait les grosses courses françaises, et la deuxième place sur la Bretagne Classique, peut-être qu'il la fera plus, puisqu'il sera peut-être plus mis dans les meilleures dispositions pour être leader dans ce genre de course tout de suite. Peut-être qu'il va devoir attendre 1 an, 2 ans, voire plus, parce qu'il y a Mathieu Van Der Poel, parce qu'il y a d'autres coureurs à la Alpecin, et je suis pas sûr que ce soit la meilleure équipe dans ce profil-là. Après, à H2R, il y avait le même souci avec Cosnefroy, mais je pense que c'était possible peut-être d'avoir un leader à 2 têtes, parce que Axel Laurence, c'est vraiment un coureur très prometteur. Et c'est frustrant, je trouve. Étienne, le mot de la fin pour toi, avec notamment les autres coureurs, Pierre Rolland, tu en avais parlé, FP qui a choisi de prendre sa retraite, ça sonne la fin aussi de la carrière de certains coureurs qui ont quand même fait une belle carrière et d'autres comme Pierre Barbier qui n'ont toujours pas retrouvé d'équipe là. Pierre Barbier, j'aurais été une équipe qui veut jouer soit une montée soit un maintien dans un échelon, je l'aurais pris parce que c'est quelqu'un qui gagne rarement, mais qui est capable souvent de faire des top 5, entre top 3 et top 5. Quelqu'un qui est pas capable de rapporter quelques points, malgré de rien, une équipe qui peut être précieux. Je vais reprendre l'exemple de l'autre équipe bretonne, Arkea Samsic, qui elle a plutôt fait une bonne saison 2022. Ils ont eu beaucoup de coureurs du profil de Pierre Barbier, qui ont, je pense à Hugo Hofstetter, voire d'autres, qui ont marqué des points sur des grosses courses sans forcément scorer en termes de victoire. Et je pense qu'un Pierre Barbier aurait eu un profil assez intéressant pour bon nombre d'équipes. Après, on a vu l'année dernière des coureurs comme Domenico Pozzovivo retrouver une équipe. Je crois que c'était fin janvier, début février 2022 qu'il a retrouvé une équipe Pozzovivo. Donc ce n'est pas encore totalement mort pour eux. Et puis, pour revenir encore une fois sur Pozzovivo, ça lui a pas empêché de faire une magnifique année avec la formation Intermarché. Juste pour préciser, Pierre Barbier a annoncé qu'il avait trouvé une équipe, on ne sait pas encore laquelle. On ne sait pas encore. C'est au moment où on parle. À chaque fois, on dit bien au moment où on parle et on ne sait pas, on connaît pas sa destination. Comme un autre coureur en plus de Franck Bonamour, il me semble. Il me semble qu'il y avait 3 coureurs. Ah oui, c'est pas Raphaël Parisella qui a trouvé aussi? Je crois que c'est ça. Raphaël Parisella, il n'a pas encore annoncé où il allait. Voilà, Pierre Barbier, on ne connaît pas encore sa destination, mais c'est vrai que son annonce, elle arrive tard. On enregistre début janvier ce podcast-là et on ne connaît toujours pas sa destination. C'est dire un peu la difficulté que ça a été pour ces coureurs de retrouver une équipe, donc après l'arrêt de la BNB Hotel. Bon, merci en tout cas, Étienne, d'avoir été avec nous pour ce débat. Étienne, tu vas revenir très bientôt dans Vélo Podcast. Merci à vous deux, ça faisait très longtemps que je n'étais pas intervenu depuis la légendaire finale du quiz un certain mois de juillet, août 2020 où ça avait été extraordinaire, un podcast fait en direct justement avec un quiz d'une intensité rare. Je suis ravi de revenir avec vous et puis si vous me réinvitez, je serais heureux de reparler vélo avec toi Guillaume, avec toi FP aussi. Aussi intense que la finale de la Coupe du Monde, on peut dire. Ça... Il y a eu une remontada. J'ai oublié le résultat. Bon, en tout cas, merci Étienne. On vient de parler FP des garçons, mais dans ce projet BNB Hotel,
il y avait aussi un projet féminin et là c'est Julien Després d'Actu Cyclisme féminin qui va intervenir pour nous parce que là aussi on a parlé d'Audrey Cordon-Rago, c'est un beau projet qui a capoté. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Bon, FP, on vient de parler des hommes, de la BNB Hotel homme qui vient de disparaître après 5 saisons, 36 victoires, mais devait y avoir en 2023 un grand projet de création d'équipes féminines. Et pour en parler, FP, on accueille forcément Julien Després d'Actu Cyclisme féminin. Salut Julien et bonne année. Salut Guillaume, c'est le FP, bonne année à vous deux. Beaucoup de victoires à suivre et à commenter. Ah oui, on espère. Malheureusement, pas de victoire BNB, en tout cas cette année, avec ce qui s'est passé. Alors, Julien, on sait, il y a eu l'interview, on en a parlé tout à l'heure brièvement avec Étienne, d'Audrey Cordon-Rago, qui a été vraiment impressionnante dans son interview en parlant qu'elles se sont fait balader, les filles. Je donne un peu les grands noms, mais tu vas pouvoir peut-être me corriger si je me trompe. On parlait d'Audrey Cordon-Rago, donc en tant que leader, Lucie Jounier, Tiffaine Laurence, Roxane Fournier, chez les Françaises notamment, 7 étrangères qui avaient donné leur accord. Julien, est-ce que tu avais d'autres noms peut-être à nous donner ? Chez les Françaises, non. Alors il y aurait eu Margot Vigier qui avait été approchée. La Toulousaine qui se retrouve aussi sans équipe pour cette année. Sinon, oui, beaucoup d'étrangères, de faire vraiment une grosse équipe avec des beaux noms pour le sprint, pour la montagne. Ton point de vue, toi, sur cette mort, cette équipe mortenay, l'équipe mortenay, de la BNB Hotel, on a l'impression qu'en fait, Audrey Cordon-Rago, c'était elle qui portait tout le projet en fin de compte avec le frère de Jérôme Pinault. On a cette impression-là, surtout après l'interview qu'elle a donnée, une très belle interview. Alors déjà, il faut savoir que Audrey, à mon avis, c'était pas la personne à qui il fallait faire ce genre de coup-là, parce qu'elle est très bretonne, donc très rancunière. Mais je pense qu'ils se sont surtout appuyés sur Audrey Cordon-Rago pour faire leur recherche de sponsors. C'était l'image, elle n'était pas tant impliquée que ça dans l'équipe, elle était plus en attente d'une équipe plutôt que d'avoir son nom associé à ça. Après, pour le coup, il y a quand même dans l'interview, il faut le rappeler, l'interview qui est parue là en début de semaine dans le journal Le Télégramme, très belle interview vérité d'Audrey Cordon-Rago. Elle dit quand même qu'elle a été contactée et que c'est à partir de ses contacts, en tout cas de son répertoire, de son cercle de connaissances à Audrey Cordon-Rago, que le recrutement pour l'équipe BNB Hotel a été fait, que c'est elle qui portait le projet, que c'était le frère Pinault qui devait en être le directeur, un peu le manager de cette équipe-là, de mener le projet avant qu'Audrey Cordon-Rago ne prenne sa retraite et ne prenne le lead sur cette équipe-là. C'est aussi pour ça qu'Audrey Cordon-Rago, Julien, dans l'interview, elle est aussi acerbe parce que finalement, elle y a mis toute sa passion, toute son énergie à créer cette équipe-là qui devait être un peu les 2 dernières années, je crois, de sa carrière. Et finalement, elle se retrouve à devoir repartir. Alors, en plus, elle avait quitté une équipe World Tour à Trek Segafredo et elle se retrouve là dans une équipe espagnole continentale. Après, je précise aussi une chose, c'est que Audrey Cordon-Rago aussi, elle y a cru encore plus que les hommes, puisque les hommes, eux, on leur a dit assez vite, très tard aussi, fin novembre, mais que les femmes, on leur a dit, oui, mais vous inquiétez pas, vous, ça va se faire quand même. Il y a eu aussi ça. Et elle a été mêlée à toutes les discussions. Apparemment, d'après ce qu'elle dit, elle a été mêlée à toutes les discussions avec le suivi aussi des sponsors. Est-ce que ça allait se faire? Est-ce que ça allait pas se faire? À chaque fois, en direct, le frère Pinault disait à Audrey Cordon-Rago, oui, t'inquiète pas, ça va se faire, on va y arriver. Ouais, on va y arriver, les vélos arrivent la semaine prochaine. C'est vrai que ils se sont toutes fait un peu balader quand t'entends parler un peu d'autres coureurs moins médiatisés, style Roxane Fournier qui a même cru qu'elle allait arrêter le vélo parce qu'elle avait été dégoûtée de ce monde-là. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat, mais Audrey portait vraiment le projet et effectivement c'était son idée de reprendre l'équipe en 2024. Vu qu'elle avait décidé d'arrêter après Paris. Julien, tu peux nous faire un rappel des filles qui ont trouvé un contrat? Je pense la dernière, c'est Roxane Fournier qui rebondit chez Saint-Michel-Aubert. Il y a Maggie Colsleister, la Canadienne, qui rejoint Audrey chez ZAF avec Lucie Jounier. Il y a Michaela Drummond qui va aussi chez ZAF. Après, je crois que j'ai vu que King aussi, qui est dans une équipe australienne pour les janvier-février en tout cas. Pour janvier-février, qui est parti dans une équipe, dans un gros club. Enfin, là-bas, c'est des clubs avec des contrats en fait. Enfin, sans contrat, mais avec des gros sponsors. FP, t'as Audrey Cordon-Rago là, qui est la figure de ce projet-là, qui est un peu la figure aussi du cyclisme français, qui a une parole qui porte. Mais Audrey Cordon-Rago, certes, elle peut retrouver facilement une équipe derrière, même si on sait que c'est jamais facile. Il y a quand même des filles qui sont
plus secondaire par rapport à Audrey Cordorago, pour elle, c'était, tu en parlais aussi, hein, c'est quasiment la fin d'une carrière pour ces filles-là. Ouais, c'est la fin d'une carrière. Puis après, il y a. En fait, ce qui est frustrant, c'est que le projet sur le papier, c'est comme les hommes un peu. Il y avait un peu ce côté excitant. Vraiment, on avait envie de voir une grosse équipe française qui se construit avec des étrangères. Comme l'a dit Julien, sur le papier, c'était une équipe assez solide. Hein, on va être honnête. Hein. Ok, c'était pas une équipe top mondiale, mais ça pouvait aller derrière les équipes. Moi, je pense style derrière la FDJ Suez, hein, si on peut dire ça, Julien. Je sais pas si je me trompe. C'était au moins du niveau Cofidis ou c'était du gros niveau. Ouais. C'était du gros niveau. Il devait faire signer la championne olympique un peu surprise de Tokyo, Anaki Zonhofer. Il devait faire signer Elisabeth Holden, qui est une grimpeuse anglaise. Ils avaient vraiment un effectif pour briller un peu partout dès le début de saison, pour se faire inviter sur le tour. Ouais, et pour aller chatouiller certaines équipes World Team. Ouais. Parce que c'est ça qui est frustrant en fait, c'est qu'on se dit que cette équipe elle avait tout pour réussir et encore une fois, bah voilà, avec ce manque de sponsoring et en plus à la fin on l'apprend, c'est qu'en plus Audrey Cordorago, c'est même pas Jérôme Pinault qui lui dit, c'est elle qui appelle les patrons de B&B Hotel pour savoir ce qui se passe en fait. En direct. En direct, elle dit. Elle les appelle en direct, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois qu'il y a une visioconférence qui est prévue avec les filles et Audrey Cordorago, elle apprend, je crois aussi dans la presse que il y a un sponsor, en tout cas que le projet est en train de capoter, donc elle décide de décrocher le téléphone et d'aller appeler les patrons du groupe B&B Hotel, qui est le sponsor titre de l'équipe masculine, et les patrons qui apparemment ont annoncé le matin même aux frères Pinault qui se désengageaient du projet complètement, c'est-à-dire hommes et femmes. Le soir, ils le disent à Audrey Cordorago qui apparemment, d'après ce qu'elle dit dans la journée, a eu encore la confirmation des Pinault que non, ça, il fallait continuer à y croire. Il y a eu tout aussi ce micmac qui a été fait quoi, autour. C'est surtout que les frères Pinault lui ont surtout dit oui, c'était réglé en 10 minutes, c'est bon quoi. Oui. Et le lendemain, il y a eu une visioconférence, donc ça c'est ce qu'a dit aussi Audrey Cordorago dans l'interview du Télégramme. Le lendemain, il y a une visioconférence avec toutes les filles et là, elle n'y assiste pas parce que elle a appris aussi comment ça allait se terminer quoi. Julien, chez les jeunes, est-ce tu as eu contact avec quelques coureuses peut-être là-dessus? Alors, nous on a discuté un peu avec Tiffaine Laurence qui est sur le même avis que son frère, qui se sont fait balader largement quoi. Et savoir également que le père de Tiffaine Laurence et d'Axel Laurence était mécano dans l'équipe et lui aussi se retrouve le bec dans l'eau. Ah, on l'oublie, hein, c'est comme Audrey Cordorago, tu le rappelais tout à l'heure fort justement, Guillaume, c'est que c'est son mari, hein, je crois, qui aussi, mais qui est mécano, mécano, hein, lui aussi. Qui est mécano, ouais. Et voilà, il y a aussi ça, c'est que c'était vraiment une équipe très familiale avec père, mère, cousin, frère, sœur qui étaient dans la même équipe. Et effectivement, l'arrêt de cette équipe, ça est vraiment des familles qui vont souffrir certainement financièrement, et c'est ça le plus difficile aussi, parce que je pense que les frères Pinault en avaient conscience, mais voilà, cet arrêt d'équipe, ils ont vraiment mis sur le carreau des familles, quoi. Mais après, tu sais, c'est un peu le problème des mythomanes, c'est qu'ils restent tellement dans leurs mensonges qu'ils n'arrivent pas après à avouer que en fait c'est cramé, quoi. Donc il y a aussi peut-être cette part de je sais pas comment annoncer que c'est mort quoi. Bien sûr, et puis après comme on l'a dit juste avant avec Étienne pour les hommes, hein, je disais ils ont peut-être même pu croire à leurs propres mensonges. On s'est dit que le projet était quasiment fait. On a l'impression que même eux ils avaient plus qu'à signer il manquait le stylo, il fallait signer le papier. Mais malheureusement ça s'est pas passé comme ça du tout. Donc voilà, je pense que pour eux il y a aussi ils n'arrivaient pas à croire que ce projet n'allait pas pouvoir avoir lieu. Je pense que eux-mêmes au fond pour eux c'était quasi fait en fait depuis juillet. Ils sont tellement engagés dans les médias, tellement engagés auprès des coureurs que c'est compliqué. Et souvenez-vous à l'époque quand même, hein, ce qu'on disait, c'est qu'on disait ils auraient pas dit ça en juillet si c'était pas déjà signé. Je me rappelle que beaucoup de médias aussi disaient ils l'annoncent mais c'est quasi officiel parce que c'est pas possible d'annoncer quelque chose qui va pas se faire en fait. On avait l'impression que c'était fini ce temps-là aussi, même dans le vélo. Or on se fait rattraper quoi. T'annonces pas ça la veille de l'arrivée du Tour si c'est pas fait quoi. Ah mais on est d'accord hein. Clairement. En termes de pub, c'est horrible. Après, est-ce qu'ils ont bien été entourés, mal entourés, mal conseillés ? Ça, on saura jamais de toute façon. Et je suis pas sûr qu'il s'exprime un jour sur le sujet. Après, moi, ce qui m'a, Guillaume, je me permets juste une idée pour Julien, pour le cyclisme féminin. Ce qui m'a embêté aussi dans l'interview d'Audrey Cordorago, c'est vraiment la genèse de ce projet féminin. On a l'impression que t'as vu qu'elle explique, elle dit, il y a une mère de famille, je crois, hein, qui vient voir Jérôme Pinault en disant, il y a pas de fille chez vous, et lui il dit, si, on va le faire. T'as l'impression que c'était même pas un projet tu vois, l'envie réelle de Jérôme Pinault de dire. Non, attends, FP, ça a pas été totalement comme ça. Ce que tu dis, moi je comprends comme ça. Ça a pas été totalement comme ça.
dire, ça a été oui, c'est dans notre idée de faire l'équipe, mais pour l'instant, c'est un peu tôt, on va pas la faire tout de suite et on va pas l'improviser comme ça. Et c'est après, dans les mois suivants, que l'idée germe qu'à côté de son équipe masculine, il y a une équipe féminine. Elle dit vraiment ça, Audrey Cordorago. Oui, mais après, moi, ce que je comprends pas trop, c'est que l'équipe féminine, tu vois, pour moi, si vraiment c'est ton projet, que ça fait quelques mois avant que tu y travailles aussi, parce qu'a priori, c'est avant les sponsors qui arrivaient, soi-disant, chez les hommes, bah, t'as peut-être un autre sponsor féminin, ça pouvait être une équipe avec 2 sponsors, par exemple, un sponsor minoritaire qui sponsorisait les filles, par exemple, et dans ce cas-là, les filles auraient pu exister en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, là, il y a eu trop de dépendance homme-femme, alors que je pense que t'aurais pu peut-être faire au moins une équipe et mettre moins de gens Après, sur le carreau. Il y a aussi, on parle à la fin du projet où il se disait qu'il y avait l'équipe féminine qui aurait pu voir le jour et pas l'équipe masculine. Pendant un temps, c'était l'inverse qui se disait aussi. Hein. Ah oui. C'était plutôt l'équipe masculine qui aurait vu le jour, mais pas l'équipe féminine. Et là, on était à proximité, on était à peu près à la présentation du Tour de France. Julien, on s'est vu à la présentation du Tour de France. On en discutait, on cherchait du regard Jérôme Pinot. Je m'en souviens. Oui, surtout qu'il avait annulé une conférence de presse la veille. Il devait y avoir une conférence de presse la veille pour présenter son équipe qui avait été annulée faute de sponsors qui n'étaient pas là. On aurait dû se douter qu'en fait, il n'y aurait pas du tout de sponsors, en fait. C'est ça le truc. Exactement. Et on espère pour Audrey Cordorago que, en tout cas, elle va pouvoir recourir en 2023 sereinement après l'AVC dont elle a été victime il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est aussi, elle en parle dans l'interview qui est pleine de vérité. Je rappelle l'interview dans le Telegram, une super interview d'Audrey Cordorago qui a dit aussi, c'est ma première et dernière interview sur le sujet, donc on sent elle a besoin d'encaisser un petit peu le choc, on peut dire ça comme ça, Audrey Cordorago, qui a dit tout simplement qu'en plus du stress de l'AVC, ça lui a rajouté le stress au mois de décembre de retrouver une équipe alors qu'elle était partie en vacances, retrouver une équipe donc pour 2023. FP, est-ce que tu veux rajouter quelque chose un peu sur le sujet Non, c'est juste que c'est un gâchis et voilà, après, à part dire ça, je pense qu'on a tout dit, parce que le gâchis, je pense qu'on va s'en souvenir encore longtemps et je pense qu'à la prochaine création d'une équipe française, on aura toujours cet esprit un peu BNB en nous et voilà, à se dire qu'on soit vigilant en tout cas. Julien, on a tous en nous quelque chose de BNB, exactement. Alors, chose amusante, ironique, on va plutôt dire, c'est qu'en début de saison 2022, Gosport, Roubaix-Lille Métropole, avait annoncé qu'il y aurait peut-être une équipe Camailleux en 2023 dans le peloton. Donc, c'est vrai. Ah oui, quand on voit la suite de l'enseigne Camailleux qui a déposé le bilan, et celle de Gosport qui va bientôt savoir s'ils sont en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, ça fait un peu peur quand même. Ça fait un peu peur, Julien, tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que FP, on va terminer sur ça. Finalement, tout ce dont on vient de parler avec la BNB Hotel nous rappelle que le modèle économique, on en a parlé, du modèle économique du cyclisme, il est très fragile et on savait qu'à l'hiver 2022-2023, il y aurait de grandes difficultés financières dans les équipes, que certains coureurs allaient avoir beaucoup de mal à retrouver une équipe et voilà où on en est, où un projet donc est mort-né pour les filles et le projet BNB Hotel disparaît avec les garçons après 5 saisons. Effectivement, et je pense qu'on en reparlera dans les prochains podcasts puisqu'on vous fera un podcast pour chaque équipe en termes de recrutement et je pense que d'ici là on pourra vous en parler de manière plus complète sur quels coureurs n'ont pas trouvé d'équipe et puis on va se rendre compte effectivement qu'il y a des dizaines et des dizaines de coureurs sur le carreau et qui vont arrêter leur carrière en cette fin de saison. Merci Julien, merci d'avoir été avec nous. Merci Julien. Merci FP, merci Guillaume. FP, merci en tout cas. Bon voilà, c'était le podcast sur la BNB Hotel. Comme tu l'as dit, on va se retrouver pendant tout le mois de janvier. On va vous publier des podcasts équipe par équipe pour vous présenter l'année 2023, savoir un petit peu quels sont les coureurs à suivre, les principaux transferts. FP, on est reparti pour 2023. Allez, c'est parti alors. Je prépare mon vélo, je suis prêt à monter l'école. Allez, mes grands plateaux, on y va. Allez, à bientôt dans Vélo Podcast.